Alors, en attendant les derniers arrivants, je vous propose déjà de me présenter à vous pour certaines personnes notamment qui me connaissent pas. Donc moi, je suis Gaëtan Cochard, donc je représente ici Axence Protection Sociale et Retraite. Axence Protection Sociale et Retraite, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une structure en commun qui a été montée entre Axence et notre cabinet, dont on est partenaire en fait historiquement d'Axence depuis plus de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on accompagne les clients d'Axence, notamment sur une dimension qui est la partie retraite, avec la réalisation d'études retraite, de reconstitution de carrière, de liquidation, d'assistance à la liquidation des droits à la retraite, etc. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on a ce partenariat qui s'est ouvert au fil de l'eau sur la dimension protection sociale, donc l'accompagnement autour de la prévoyance du chef d'entreprise pour protéger sa famille, pour sécuriser son entreprise. Et donc, ce partenariat qui a 20 ans a donné naissance du coup à une structure en commun qui s'appelle Axence Protection Sociale et Retraite et dont l'objectif est d'apporter du coup aux clients d'Axence un service dédié justement sur ces deux dimensions, à la fois la partie retraite, mais également la partie protection sociale. Donc, l'idée générale de cette structure, c'est qu'il y a une personne dédiée, qui est moi-même, donc Gaëtan Cochard. Vous pouvez me contacter soit à travers tout simplement votre comptable, expert comptable, ou alors directement sur le numéro affiché ici, 06 14 71 15 62. Je répète, 06 14 71 15 62. Et donc, notre domaine d'intervention à travers Axence, comme je l'ai expliqué, va être sur, je dirais, sur trois dimensions. Comment préparer ma retraite, comment protéger ma famille dans le cadre de mon activité, comment sécuriser aussi mon entreprise. Ça, c'est un point important. Et notamment ces deux derniers points, comment protéger ma famille et comment sécuriser mon entreprise, font partie pleine et entière de la dimension de la prévoyance qu'on va aborder lors de ce webinaire. Et puis, il y a une quatrième corde à notre arc qu'on va essayer aussi d'ajouter dans le conseil, qu'on estime avec Axence et les experts comptables d'Axence, importante et qui peut, à mon avis, apporter pas mal d'intérêt auprès de certains clients. On sait que la jonction entre gestion budgétaire personnelle et gestion budgétaire professionnelle, elle peut être parfois compliquée pour certains chefs d'entreprise. On pense notamment aux indépendants, professions libérales qui exercent en BNC, donc qui n'exercent pas à travers une structure à l'impôt sur les sociétés. Cette gestion budgétaire, elle peut être parfois un peu compliquée, donc on va essayer de travailler cette année autour de webinaires, autour de conseils, notamment sur cette dimension-là, qui est un préalable en fait, justement pour répondre aux trois autres objectifs qui sont comment préparer ma retraite, protéger ma famille et sécuriser mon entreprise sur le long terme. Alors, après cette brève introduction, du coup, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Le webinaire d'aujourd'hui, justement, va être orienté sur deux aspects autour de la prévoyance. C'est comment protéger ma famille et comment sécuriser mon entreprise. Petit rappel avant de démarrer, important, un rappel de début d'année qui est en lien avec justement avec ce qu'on vient de dire. Et je le ferai également à la fin aussi, ce rappel. C'est que si vous avez fait évoluer votre rémunération entre 2024 et 2025, voire même les années antérieures, c'est important justement de se reposer la question de sa prévoyance et de vérifier que votre contrat de prévoyance il soit bien en cohérence avec votre nouvelle rémunération. C'est-à-dire que les garanties qui sont positionnées, c'est-à-dire la garantie d'un revenu de remplacement en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité, soient bien alignées avec votre rémunération réelle et que ce ne soient pas des garanties en fait, qui datent d'il y a 5, 10, 15 ans parce que vous n'avez jamais fait évoluer votre contrat de prévoyance, alors qu'en parallèle, votre rémunération, elle, a évolué au fil de l'eau, mais et que votre train de vie également a évolué au fil de l'eau. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez peut-être des enfants qui sont dans la vie active, des échéances de prêts à rembourser. Donc, d'où l'importance de toujours mettre en cohérence, de penser à mettre en cohérence son contrat de prévoyance avec sa rémunération. Et pour faire ce contrôle de cohérence, en fait, il faut s'appuyer sur une chose qui est votre rémunération, vous la connaissez, mais qui est le relevé annuel des garanties de votre contrat de prévoyance. Vous le recevez une fois par an, ou alors reprendre le certificat d'adhésion si vous avez adhéré récemment à votre contrat de prévoyance et que vous n'avez jamais fait évoluer les garanties.
vous retrouverez les garanties sur ces deux documents, relevé annuel de garantie et certificat d'adhésion. Et c'est là où il faut justement faire ce contrôle de cohérence entre votre rémunération et les garanties. Le fait est que des fois, la lecture des relevés de garantie peut être un peu compliquée. Donc, n'hésitez pas à nous transmettre vos relevés annuels de garantie, hein, soit à travers votre comptable qui nous le renverra. Et nous, on pourra justement se faire ce contrôle de cohérence pour vous, si vous le souhaitez, et faire du coup une analyse rapide du contrat. Ça, c'est un conseil gratuitement qu'on fait pour les clients d'Axence. Et ça permet de vérifier qu'on est bien assuré. D'accord ? Donc ça, c'est le premier réflexe à avoir. Et le deuxième réflexe de début d'année également à avoir, c'est la partie Madelin retraite. Et ensuite, on rebasculera vraiment concrètement sur la prévoyance. Mais la partie Madelin retraite, pourquoi je fais ce petit rappel? Vous savez que le Madelin retraite, c'est une disposition qui existe pour les chefs d'entreprise, indépendants, travailleurs non salariés, de pouvoir cotiser à travers leur entreprise vis-à-vis de la retraite pour se constituer une épargne retraite et que ces cotisations puissent bénéficier d'un petit coup de pouce fiscal, c'est-à-dire qu'elles sont déductibles du résultat professionnel imposable. Donc, ça permet de faire une économie d'impôt. Par exemple, quelqu'un qui aurait une tranche marginale d'imposition à 41%, s'il verse 10 000 euros sur un plan d'épargne retraite, ça lui fait 4 100 euros d'économie d'impôt. Donc ça, c'est un élément que beaucoup ont en tête, mais généralement, il faut faire son versement en fait, en d'épargne retraite avant le 31 décembre. C'est-à-dire que là, on pourrait considérer que pour 2024, c'est trop tard. Néanmoins, il y a des assureurs, et notamment Generali, qui est un assureur bien connu, qui permet de l'effet rétroactif. C'est-à-dire, c'est possible avec cet assureur de faire un versement là jusqu'à avril à peu près, tout en bénéficiant justement d'une rétroactivité sur le versement retraite qui permettra d'avoir une économie d'impôt par rapport au revenu 2024. Et je dis ça notamment pour les personnes qui auraient oublié justement de faire ce plein Madelin avant le 31 décembre. N'hésitez pas, pour le coup, alors là, il faut le faire assez rapidement. N'hésitez pas à le spécifier à votre comptable, expert comptable qui reviendra vers moi, ou alors m'appeler directement à ce numéro. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc, du coup, la prévoyance. Petit rappel sur la prévoyance. Déjà, qu'est-ce que la prévoyance des travailleurs non salariés chefs d'entreprise? La prévoyance, en fait, c'est tout simplement un ensemble de garanties qui va venir protéger le chef d'entreprise et sa famille en cas de coup dur. Et surtout, pourquoi on met un contrat de prévoyance? C'est un peu la même logique que la retraite, c'est-à-dire qu'il y a des prestations qui sont liées à vos régimes obligatoires, on y reviendra, soit sécurité sociale des indépendants pour les artisans commerçants, soit CARMF pour les médecins, CARPINCO pour les infirmières, CIPAV, etc. Et ces régimes obligatoires versent des prestations également en cas d'arrêt de travail, d'invalidité, de décès, mais des prestations qui sont minimes. Et donc, du coup, c'est nécessaire de venir rajouter un étage, une couverture supplémentaire pour justement pallier aux carences des prestations des régimes obligatoires. Et le deuxième intérêt que ça a aussi, c'est que les prestations du régime obligatoire, en fait, on n'a pas le choix, on ne choisit pas les prestations de son régime obligatoire. C'est des règles qui sont prédéfinies à l'avance et ce sera celles-ci qui seront appliquées. L'avantage du contrat de prévoyance supplémentaire, c'est que pour le coup, là, vous le constituez de manière sur mesure en fonction de votre situation familiale, de votre situation professionnelle, de est-ce que les enfants sont ou pas dans la vie active, c'est-à-dire que et de votre situation aussi patrimoniale. Qu'est-ce que vous avez pu faire patrimonialement, qu'est-ce que vous avez pu mettre de côté déjà et constituer. Et tous ces éléments-là vont faire que la protection pour une personne du même âge qui exerce la même profession et qui a le même revenu, son contrat de prévoyance ne va peut-être pas être le même parce qu'il va peut-être falloir prévoir des rentes éducation pour les enfants, pour une personne, pas pour une autre personne. Pour une personne, des capitaux d'essai importants pour justement financer de potentiels droits de succession parce qu'elle aurait un patrimoine immobilier conséquent. D'accord ? Donc, toutes ces dimensions-là sont nécessaires à regarder lorsqu'on met en place un contrat de prévoyance. Et ça, c'est notre rôle, c'est de dire, c'est d'analyser votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale, et en fonction, adapter la couverture avec les garanties qui vont bien. Et donc, comme je le précisais, l'avantage aussi de ce contrat de prévoyance, c'est qu'il peut être pris en charge par l'entreprise et donc déductible de son résultat imposable, ce qui permet de réaliser une économie d'impôt directe.
Donc, les garanties de base d'un contrat de prévoyance, elles sont présentées ici. Notamment, il y en a 3 qui sont les mêmes en fait que les garanties des régimes obligatoires, c'est-à-dire l'arrêt de travail. C'est ça que la prévoyance vient couvrir, hein, c'est l'arrêt de travail et l'invalidité déjà dans un premier temps. C'est de dire, mon contrat de prévoyance, il va venir me verser un revenu de remplacement si jamais je me retrouve dans une situation qui peut être l'arrêt de travail ou alors une autre situation qui peut être l'invalidité. On reviendra un peu plus concrètement sur qu'est-ce que l'arrêt de travail et l'invalidité. Mais ça, déjà, c'est le premier pan de la garantie. C'est un revenu de remplacement pour pallier justement au manque à gagner si jamais je me retrouve en arrêt de travail ou en invalidité. Et puis, la protection des proches avec des capitaux d'essai. Pour le coup, ce n'est pas un revenu, mais des capitaux d'essai qui vont être versés aux conjoints ou aux enfants, selon la situation, pour que ces derniers puissent maintenir leur train de vie, au moins durant une certaine période, leur permettre de se retourner si jamais venait à avoir un décès dans la famille. Et donc, souvent, par exemple, pour les capitaux d'essai, on conseille de mettre les ratios, c'est minimum 3 années de revenus à prévoir en capitaux pour venir protéger la famille si jamais ce risque venait à se présenter. Si on rentre un peu plus dans le détail, l'arrêt de travail, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est je suis immobilisé à cause d'une maladie. Alors une maladie, généralement, on ne va pas s'arrêter très longtemps pour une petite grippette ou quelque chose comme ça. L'enjeu de l'arrêt de travail, c'est surtout l'accident et l'hospitalisation, qui lui peut nous amener à être immobilisé et là pour le coup ne pas pouvoir retourner travailler et ne plus avoir de source de revenus, parce que si le chiffre d'affaires de son entreprise repose sur soi-même, obligatoirement du coup il n'y aura plus de source de revenus, ça va être compliqué de venir maintenir le train de vie. Donc du coup les bonnes questions à se poser, c'est comment vais-je faire pour maintenir mon train de vie, les échéances de prêt, les charges d'éducation des enfants, etc. Et puis surtout, ça c'est notre travail, c'est de vous dire combien déjà vous allez toucher en arrêt de travail de la part de votre régime obligatoire et pendant combien de temps. Et derrière, on vient calibrer justement le contrat de prévoyance en fonction des prestations du régime obligatoire. D'accord ? Ensuite, le deuxième risque, et qui est lui le plus important, c'est l'invalidité. L'invalidité, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est autant l'arrêt de travail, donc on sait qu'on va pouvoir retourner travailler, autant l'invalidité, là, pour le coup, c'est une situation consolidée où on vient dire, l'arrêt de travail, en fait, n'a plus aucun intérêt, c'est-à-dire la personne ne pourra de toute façon plus aller travailler ou alors aller retourner travailler que de manière partielle. C'est-à-dire que sur 5 jours travaillés dans la semaine, une invalidité partielle, on considère que la personne, elle peut aller travailler 2 ou 3 jours par semaine. Et une invalidité totale, concrètement, c'est une personne qui, sur 5 jours travaillés dans la semaine, ne peut plus du tout aller travailler. Et ça, c'est le risque le plus grave, parce qu'une personne qui a plus du tout aller travailler, généralement, ça va la suivre jusqu'à la retraite. Par exemple, comme expliqué ici, un chirurgien qui perd l'usage de sa main, pour le coup, il pourra plus jamais opérer. Donc lui, ça va le suivre jusqu'à sa retraite et donc il aura plus de revenus liés à son activité. Et c'est là où c'est important d'avoir de bonnes garanties sur la partie invalidité dans son contrat de prévoyance, justement pour venir assurer un revenu de remplacement si jamais ce risque venait à se présenter. Et donc du coup de bien connaître aussi, parce que là les prestations sont différentes en fonction des régimes obligatoires, de bien connaître le montant qu'on va toucher en cas d'invalidité et pendant combien de temps. Pour la partie décès, la question à se poser pour déterminer les garanties déjà qu'il faut positionner, c'est est-ce qu'on est le pilier financier de la famille? Si la réponse est oui, là pour le coup, il faut vraiment se mettre sur des capitaux d'essai quand même importants, au moins 3 années de revenus pour que les proches soient protégés et que ça permette de répondre justement aux questions suivantes qui sont comment mon conjoint va-t-il pouvoir maintenir son train de vie si jamais il m'arrive quelque chose? Comment les enfants vont pouvoir financer leurs études si jamais il arrive quelque chose. Ça, c'est des garanties obligatoires d'un contrat de prévoyance. Ensuite, il y a des garanties qui peuvent venir se greffer au contrat et qui ne sont pas anodines. Pourquoi ce n'est pas des garanties obligatoires dans les contrats de prévoyance? La dernière que je vais présenter, celle liée à la pérennité de l'entreprise, tout simplement parce que les régimes obligatoires ne versent rien juste pour assurer la pérennité d'une entreprise. Donc là, pour le coup, c'est nécessaire de venir, pour assurer ce risque, greffer soit un contrat supplémentaire ou soit des options qui peuvent déjà préexister dans le contrat
pour justement venir assurer, sécuriser l'entreprise et en assurer sa pérennité si jamais le chef d'entreprise venait à se retrouver en arrêt de travail ou encore pire, décédé. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce que déjà les revenus de mon entreprise dépendent de moi, ou alors même ça peut être d'un salarié, ça peut être d'une personne clé dans l'entreprise. On parle de personnes clés, ou on parlait aussi avant d'hommes clés avec un grand H. Donc évidemment, si la réponse est oui par rapport à cette question, là ça vaut le coup d'aller plus loin justement dans la réflexion de son contrat de prévoyance sur la protection de son entreprise si jamais on se retrouve soit en arrêt de travail ou alors la personne clé ou tout simplement décédée. Et ça, c'est les questions qu'on va venir creuser dans le cadre de ce webinaire. Et puis, il y a une question aussi également qui revient, c'est est-ce que j'ai assez de trésorerie au niveau de la société, pour faire face aux charges fixes si jamais je venais à me retrouver en arrêt de travail. Donc, il y aura toujours des charges sociales à payer, URSSAF si je suis en arrêt de travail, potentiellement des loyers, le salaire des salariés, d'une secrétaire par exemple, qu'il sera toujours des charges à maintenir. Et ça, dans le contrat de prévoyance de base, il n'y a pas d'indemnité prévue pour cette partie-là. Il faut le rajouter en option sur le contrat ou alors faire un contrat spécifique. Le deuxième cas de figure, une question qu'on n'a pas envie de se poser, mais dont il faut se la poser, c'est quid du décès d'une personne clé ou même d'un associé. Quid du décès d'un associé? Effectivement, je vais me retrouver au capital de la société avec les héritiers de l'associé décédé. Comment faire pour pérenniser l'entreprise si je me retrouve à son capital et que j'en perds la gouvernance, en tout cas que j'en perds le contrôle et la gouvernance parce que je me retrouve avec des héritiers qui, eux, ne sont pas du tout dans le même projet. Donc là, pour le coup, il y a des couvertures à positionner vis-à-vis de ce risque-là, où on parle souvent de garantie homme-clé ou garantie croisée entre associés. Là également, on va creuser ce sujet lors du webinaire. Donc, petit rappel du coup préalable qui est important pour bien comprendre et aller à la suite vers l'intérêt d'un contrat de prévoyance, c'est déjà revenir aux bases, c'est comprendre les prestations de votre régime obligatoire. Donc, les régimes obligatoires, on est affilié un régime obligatoire en fonction du statut qu'on a juridique, statut social, soit je suis président de SAS par exemple, assimilé salarié, et donc dans ce cas-là, je vais être attaché au régime de la sécurité sociale, le même que les salariés, soit je suis gérant de SARL majoritaire, donc je suis sécurité sociale des indépendants, donc là je vais avoir les prestations de la sécurité sociale des indépendants, ou soit je suis une profession libérale, et là je peux appartenir à une des caisses que vous voyez ici qui dépend du coup de votre profession. Si vous avez ou pas une profession réglementée, par exemple les experts comptables, c'est la CAVEC, les médecins, c'est la CARF, les chirurgiens dentistes, c'est la CARCHIDAN, et souvent, il y a vraiment une caisse spécifique pour les professions réglementées, et toutes les professions qui ne sont pas réglementées, elles vont tomber souvent dans la partie CIPAV, professions libérales diverses. On va pouvoir retrouver des psychologues, par exemple, architectes, etc. Là, le point qui est, on ne va pas rentrer dans le détail de chaque caisse, sinon ça nous prendrait l'après-midi, mais le point à retenir, déjà, et un premier élément qu'on peut regarder, c'est toutes les caisses où vous avez des petits astérix sont des caisses qui ne versent aucune indemnité journalière, donc c'est-à-dire aucun revenu de remplacement au-delà de 3 mois d'arrêt de travail. Vous savez, il y a une réforme qui est passée, c'est-à-dire que désormais, les professions libérales peuvent bénéficier les 3 premiers mois des indemnités journalières de la sécurité sociale à hauteur de 50% de leur revenu de référence des 3 dernières années, et puis avec un plafond qui est par exemple de 60 € par jour pour les gérants majoritaires de SARL. Au-delà de 3 mois, normalement, c'est la caisse de prévoyance à laquelle vous êtes rattaché qui doit prendre le relais. Et il y a certaines caisses de prévoyance qui ne prévoient aucune prestation au-delà de 3 mois. Donc là, c'est très important d'avoir un contrat de prévoyance. C'est d'autant plus important d'avoir un contrat de prévoyance supplémentaire qui vienne vraiment couvrir l'intégralité de votre revenu au-delà de 3 mois d'arrêt de travail. Et ensuite, pour rentrer dans le détail des prestations de votre régime obligatoire, là, pour le coup, on a des fiches synthétiques. On a des fiches synthétiques qui existent en une page. Si jamais vous la souhaitez,
n'hésitez pas à nous le dire dans le chat ou tout simplement la demander à votre comptable ou expert comptable et on vous la transmettra et puis on sera disponible avec vous pour échanger sur le sujet si jamais ça vous intéresse. Mais donc du coup, quand je parlais de vérifier la cohérence, vraiment si on veut vérifier de manière détaillée la cohérence entre les garanties de son contrat de prévoyance et sa rémunération, comme je le rappelais en début de webinaire, en fait, il faudrait même vérifier la cohérence pour voir si le travail a été bien fait, entre sa rémunération, les garanties de son contrat de prévoyance et les garanties prévues déjà par le régime obligatoire. Alors, on va faire un petit focus sur la loi Madelin, qui me semble important. Vous savez, la loi Madelin, c'est la loi justement dédiée aux travailleurs non salariés qui permet de dire que les cotisations de prévoyance et retraite supplémentaires, alors pour la prévoyance, je précise, c'est important, hors cotisation décès, prévoyance, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça couvre 3 risques. L'arrêt de travail, ça offre un revenu de remplacement pour l'arrêt de travail, l'invalidité, et des capitaux pour la partie décès. Donc, disons que dans la structure de cotisation, on a 3 cotisations. On en a une pour l'arrêt de travail, une pour l'invalidité, une pour le décès. Celle du décès, et je vous expliquerai pourquoi juste après, celle de la partie décès n'est pas déductible fiscalement du revenu professionnel imposable. C'est essentiellement la partie de cotisation liée à l'arrêt de travail et à l'invalidité qui est déductible fiscalement des revenus imposables. Ça, c'est un premier élément important à prendre en compte. Et du coup, les questions récurrentes qu'on a par rapport à cette déductibilité, c'est quid du traitement social? En fait, c'est déductible, la loi Madelin, du résultat fiscal et non du résultat social. C'est-à-dire que sur les cotisations, ça vous permettra pas d'écraser votre résultat social pour payer moins de charges sociales. Vous allez payer des charges sociales sur vos cotisations Madelin. D'accord? Donc, ça va juste se déduire fiscalement du résultat. Donc, vous aurez essentiellement une économie d'impôt. Et si jamais au moment où vous allez percevoir les prestations d'indemnité journalière, si jamais vous êtes en arrêt de travail ou en invalidité, là, pour le coup, vous allez payer des charges sociales également sur les prestations. Sur la fiscalité des prestations, donc indemnité journalière ou rente invalidité, on est en France. Donc, à partir du moment où vous avez eu une économie d'impôt à l'entrée, vous êtes taxé à la sortie, c'est-à-dire que les indemnités journalières, la rente invalidité est taxée. Contrairement aux capitaux d'essai, comme je l'ai expliqué, les capitaux d'essai, étant donné que les capitaux d'essai ne sont pas déductibles fiscalement du résultat professionnel de l'entreprise, et du coup, les prestations qui sont versées, donc les capitaux qui sont versés aux proches, aux enfants ou conjoints, ne sont pas fiscalisés. Il y a une question qui nous revient aussi souvent. Il y avait quelques stratégies qui étaient mises en place par des courtiers ces dernières années, qui étaient de dire sur des tranches d'impôts élevées, ça peut avoir un intérêt de dire ma garantie arrêt de travail et ma garantie invalidité, je la sors du cadre Madelin. C'est-à-dire que je ne demande pas la déduction Madelin pour que les prestations à la sortie ne soient pas fiscalisées, si jamais je suis amené à les toucher. Ça pouvait avoir un intérêt dans le sens où si on avait des tranches marginales d'imposition très élevées, ça pouvait avoir un intérêt. Néanmoins, ça maintenant, nous, en tout cas, on conseille de bien revérifier ces montages-là et de ne pas forcément les mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une décision de la Cour d'appel. Alors, c'est une cassation probablement, mais il y a une décision de la Cour d'appel de Nantes qui est venue appuyer que toute prestation qui était liée à une compensation de revenus, que ce soit pour l'arrêt de travail ou l'invalidité, qu'elle ait été déduite ou pas du résultat imposable, elle doit être fiscalisée à la sortie. Donc, partant de ce postulat, si on ne veut pas prendre de risques, il vaut mieux se mettre en loi Madelin et déduire les cotisations et partir du principe qu'elles seront fiscalisées à la sortie. Ensuite, un cas pratique pour illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Là, par exemple, je vais prendre le cas des personnes qui sont donc artisans, commerçants, rattachés à la sécurité sociale des indépendants. On va prendre 2 cas de figure. Je vais zoomer un petit peu. On va prendre 2 cas de figure. On va prendre un artisan dont le revenu annuel est de 30 000 euros, donc équivalent à 82 euros par jour. Et puis un artisan qui gagnerait plus, c'est-à-dire 70 000 euros par an, donc l'équivalent de 192 euros par jour. En cas d'arrêt de travail, ce qu'on voit, c'est que la règle de base, je la rappelle, quand on est sécurité sociale des indépendants,
c'est qu'en cas d'arrêt de travail, on touche 50% de son revenu de référence. Et son revenu de référence, c'est le revenu moyen de ces 3 dernières années. Ce 50% du revenu de référence, il est plafonné à 60 € par jour. Donc là, si on prend le cas de madame, 50% de son revenu de référence, ça fait 15 000 € par an, donc l'équivalent de 1 250 € par mois, soit 41 € par jour. Elle est bien en dessous du plafond de 60 € par jour, donc elle va toucher 50% de son revenu. Donc elle subit une perte de revenus quand même importante, hein. Elle subit une perte de revenus importante parce qu'avant, elle gagnait 2 500 € par mois. Désormais, en arrêt de travail, elle va passer à 1 250 € par mois. Mais l'effet de perte de revenus, il est encore plus important du coup pour la personne qui va gagner plus. Typiquement, cette personne-là, son revenu, c'était 191 € par jour. 50% de son revenu, en fait, ça dépasse le plafond de 60 € par jour. Donc, quoi qu'il arrive, son indemnité journalière, à cette personne-là, sera plafonnée à 60 € par jour. Donc, l'équivalent de 1 800 € par mois. Et là, pour le coup, la perte de revenu, elle devient très conséquente, hein, parce qu'elle perd 70% de son revenu. Elle se retrouve du jour au lendemain avec seulement 30% de ce qu'elle gagnait auparavant. Et donc, justement, d'où l'intérêt ici d'avoir un contrat de prévoyance, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui va venir compléter pour que la personne, elle touche ici 100% de son revenu et que la personne ici, elle touche bien 100% de son revenu. Pour la partie invalidité, vous le voyez, le résultat, en fait, il est le même, hein. Si on est en invalidité partielle, par exemple, ici, pour cette personne-là, je le rappelle, l'invalidité partielle, on part du principe qu'elle peut aller travailler 2 ou 3 jours dans la semaine. D'accord? Donc là, la sécurité sociale va lui verser 9 000 € par an. Donc la perte de revenus, elle est conséquente. Elle va pouvoir travailler, hein, à côté, du coup, c'est en tout cas d'après la sécurité sociale. Et donc derrière le contrat de prévoyance, il faut qu'il vienne compléter cette prestation pour que la personne, elle se retrouve bien avec ses 30 000 €. Parce que cette personne-là, si elle peut aller travailler seulement 2 ou 3 jours par semaine, vous comprenez bien qu'elle ne va pas retrouver ces 30 000 avec ce qu'elle va faire en revenu d'activité, plus les 9 000 € de la sécurité sociale. Et si elle était en invalidité totale, on se retrouverait dans le même schéma qu'en arrêt de travail, c'est-à-dire qu'elle toucherait 50% de son revenu de référence, donc 15 000 € par an. Et là, pour le coup, il faudrait que le contrat de prévoyance, du coup, vienne verser une rente invalidité de 15 000 € pour que la personne soit bien à 30 000 € de rente invalidité. L'invalidité, c'est un point important parce que généralement, ça nous suit toute notre vie, en tout cas jusqu'à la retraite. Donc là, c'est vraiment le point sensible des contrats. Il faut que ce soit très bien calibré sur le plan de l'invalidité. Et pour la personne qui gagne 70 000 €, on se retrouve dans le même schéma que l'arrêt de travail, c'est-à-dire que sa rente invalidité, elle va être plafonnée et donc sa perte de revenus, pour le coup, elle va être très conséquente. Très conséquente. Et le capital d'essai de la sécurité sociale, c'est 20% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc là, ça représentait, alors le chiffre n'est pas tout à fait à jour, aujourd'hui, ça doit être plutôt 9 500 €, quelque chose comme ça. Mais disons que ça s'apparente plus, ça ne va pas permettre à la famille de maintenir son train de vie, ça s'apparente plutôt à des frais d'obsèques, en fait. Et puis, la sécurité sociale des indépendants ne prévoit pas de rente pour le conjoint et pas de rente éducation. C'est pour ça que certaines personnes peuvent être amenées dans leur contrat de prévoyance, si elles le souhaitent justement, à mettre des rentes éducation et des rentes conjoints pour pallier à ce manque. J'ai mis 2 autres exemples pour lesquels on ne va pas rentrer dans le détail, mais sur lesquels je voulais m'attarder très rapidement. Par exemple, les personnes qui sont rattachées à la CIPAV. Il y en a peut-être ici dans l'auditoire, parce que c'est beaucoup de professions libérales. Ce qu'il faut retenir à la CIPAV, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la CIPAV est une caisse qui ne verse aucun revenu de remplacement au-delà de 3 mois d'arrêt de travail. Donc là, gros enjeu vis-à-vis de la prévoyance. Et le deuxième point à avoir vis-à-vis de la CIPAV, c'est que la CIPAV, c'est un système par points. Les prestations qu'on touche vont être en fonction des points qu'on a acquis, et les points qu'on a acquis vont être en fonction des revenus qu'on a eus. On cotise et on a des points. Plus on a eu des revenus importants, plus on va cotiser, plus on aura de points. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut retenir en synthèse? C'est que la CIPAV, c'est un régime qui est très peu protecteur pour les personnes qui ont des rémunérations faibles et qu'il est plus, même si c'est loin d'être suffisant, mais en tout cas qu'il est plus pour les personnes qui ont des revenus importants. Donc les prestations, c'est ça, ce qu'on met ici, sont proportionnelles aux revenus. Donc attention, les affiliés qui ont des faibles revenus,
ont un très gros enjeu quand même sur leur prévoyance s'ils sont affiliés à la CIPAV. Pour les médecins, ça c'est important pour les médecins aussi, il y a un point qu'il faut retenir pour les médecins, c'est vraiment la partie invalidité. On le sait, un médecin, si demain il a un problème qui l'empêche d'exercer son activité, pour le coup, ça va être compliqué de retourner travailler. Et pour autant, la CARF, qui est le régime obligatoire des médecins, ne prévoit aucune pension en cas d'invalidité partielle. C'est-à-dire que la CARF considère que la personne, elle peut quand même aller travailler 2 jours sur 5, elle ne versera aucune pension d'invalidité. Donc là, c'est très important, l'enjeu de l'invalidité pour le médecin. Sur le contrat de prévoyance, il est primordial d'avoir un contrat de prévoyance qui couvre très très bien ce risque d'invalidité, et notamment en cas d'invalidité partielle. Donc ici, on a une illustration de ce que donnerait du coup, de ce que ça donnerait pour une personne qui serait affiliée à la sécurité sociale des indépendants, donc un artisan commerçant par exemple, et qui toucherait un revenu annuel de 40 000 €, soit l'équivalent de 110 € par jour. Cette personne-là, du coup, en bleu ciel, on a les prestations de son régime obligatoire, donc les prestations de la sécurité sociale des indépendants. C'est-à-dire qu'en cas d'arrêt de travail, l'arrêt de travail peut durer maximum 3 ans. Donc, elle toucherait bien 50% de son revenu de référence, donc 55 € par jour par rapport aux 110 € par jour. Et du coup, le contrat de prévoyance, on viendrait positionner, donc en orange clair, ici, jaune clair, viendrait compléter à hauteur de 55 € par jour pour que la personne touche bien toujours son revenu de 40 000 € par an et l'équivalent de 110 € par jour. Même chose pour l'invalidité. Au-delà de 3 ans d'arrêt de travail, on ne peut plus être en arrêt de travail. Donc là, pour le coup, il faut demander un passage en invalidité. Et donc, l'enjeu de la prévoyance, justement, c'est de venir couvrir la partie manquante des régimes obligatoires pour que la personne puisse maintenir son train de vie en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité. Il y a un point sur lequel on s'attardera ici. Donc, alors, il y a le délai de carence de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'en cas d'arrêt de travail, vous savez que pendant 3 jours, on ne touche pas d'indemnité journalière, on en touche seulement à partir du 4e jour. Et sur le contrat de prévoyance, ici, il peut y avoir également un délai de franchise. Souvent, en cas de maladie, c'est 30 jours, c'est-à-dire que, étant donné qu'on s'arrête rarement pour une maladie, une grippette, la franchise de 30 jours en cas de maladie, elle n'est pas incohérente. Par contre, attention, des fois, vous avez des contrats où vous avez une franchise également de 30 jours, mais pour l'accident et l'hospitalisation. Et là, c'est un peu plus dangereux parce que le problème, c'est que si vous êtes accidenté ou hospitalisé durant cette période, vous ne pouvez pas vous créer de revenus ou retourner travailler. Donc là, c'est important d'avoir une franchise courte, c'est-à-dire minimum 3 jours, voire même 0, si jamais vous êtes accidenté ou hospitalisé. Et du coup, les prestations en orange, vous commencerez à les toucher à partir de ce moment-là. Donc, les questions à se poser vis-à-vis de votre contrat de prévoyance. Souvent, il y a une question qui nous est posée, c'est est-ce que j'ai intérêt à couvrir tout ou seulement une partie de mon revenu? Pourquoi on peut se poser cette question? Parce qu'effectivement, vous avez des personnes qui peuvent avoir un écart important entre ce qu'ils gagnent et leur train de vie, c'est-à-dire un train de vie plutôt modeste et une rémunération plutôt importante. Ces personnes-là, effectivement, elles peuvent se poser la question de l'intérêt de couvrir tous leurs revenus. Parce que si du jour au lendemain, elles venaient à en perdre une partie, 20-30%, est-ce que ça changerait réellement leur train de vie? Pas forcément. Donc du coup, vous le comprenez sur la prévoyance, plus on va couvrir son revenu de manière importante, plus la cotisation va être élevée. Ce qui veut dire que l'intérêt ici va être de bien connaître son train de vie, pour pouvoir bien aligner le montant de revenu qu'on vient mettre en termes de protection. Après, il y a une question aussi simple à se poser, c'est est-ce que je suis le pilier financier de la famille? Si la réponse est oui à cette question, je dirais qu'il ne faut pas aller plus loin, il faut couvrir tout son revenu en fait. C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Il y a également aussi une question qu'on peut être amené à se poser, c'est est-ce qu'il faut que je prenne un contrat indemnitaire ou forfaitaire? Ça, vous ne le savez pas forcément tout le temps, en tout cas, vous vous en souvenez pas forcément tout le temps du mode d'indemnisation de votre contrat. Et pour autant, c'est un point qui est important et sur lequel il faut apporter une certaine vigilance. Le forfaitaire va coûter plus cher que l'indemnitaire pour une raison, c'est qu'il est plus sécurisant. Je m'explique. L'indemnitaire, vous allez vous couvrir par exemple pour 40 000 € de revenus par an. Mais
Si l'année avant votre arrêt de travail, ben, vous avez fait une mauvaise année, vous avez de toute façon des années qui peuvent être cycliques, plus ou moins bonnes, et si vous avez fait une mauvaise année sur laquelle votre revenu il a été que de 30 000, eh ben, vous aurez payé des cotisations de prévoyance pour vous couvrir pour 40 000, mais l'assureur ne vous versera pas plus de 30 000 euros par an si jamais il y a un arrêt de travail. Alors que quand vous couvrez de manière forfaitaire, ben là, pour le coup, c'est un forfait qui est versé. Donc, vous êtes certain que ce pourquoi vous payez en termes de garantie, c'est ce montant-là que vous allez toucher. Donc, le forfaitaire est plus sécurisant que l'indemnitaire, mais va coûter plus cher. Le conseil un peu général qu'on peut donner là-dessus, ben, c'est que tout simplement, un créateur d'entreprise ou une personne qui peut avoir des revenus cycliques, un restaurateur par exemple, il vaut mieux qu'il se mette en forfaitaire. C'est plus sécurisant et au moins il n'aura pas cet aléa au-dessus de la tête. Un médecin qui a des revenus qui sont linéaires, un expert comptable également, profession, pareil, certaines professions juridiques qui ont des revenus linéaires où il n'y a pas de creux, ben, ces professions-là peuvent potentiellement se positionner en indemnitaire pour payer des cotisations un peu moindres parce que de toute façon, leur revenu est toujours le même. En fait, il n'y a pas de raison qu'il évolue fortement à la hausse ou fortement à la baisse. Troisième élément troisième question qu'il faut vous poser sur votre contrat, c'est est-ce que j'ai un contrat en âge à l'adhésion ou en âge atteint? Ça, c'est important parce que en fait, vous devez voir chaque année les cotisations de votre contrat de prévoyance augmenter. Des fois, vous dites effectivement, ça augmente assez fort. Ça peut augmenter sous trois aspects. Le premier, ça va être votre contrat peut avoir une indexation sur le plafond de la sécurité sociale. Et le plafond de la sécurité sociale augmente chaque année entre 1 et 3 en moyenne. Donc, vos prestations vont augmenter entre 1 et 3 mais du coup, vos cotisations vont aussi également augmenter entre 1 et 3 Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, ça peut être également votre âge. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que tous les contrats qui sont en âge atteint, eh ben, la cotisation, elle va être faible au départ, mais elle va augmenter au fil de l'eau en fonction de votre âge. Contrairement à un contrat en âge à l'adhésion, où en fait, vous allez payer plus cher au départ, mais du coup, au fil de l'eau, le contrat n'augmentera pas en fonction de l'âge. Donc, étant donné qu'un contrat de prévoyance, on est censé le garder du début de sa carrière jusqu'à sa retraite, ben, un contrat en âge à l'adhésion sur une durée de carrière coûtera moins cher qu'un contrat en âge atteint. C'est ça qu'il faut retenir. Donc ça, pour le coup, c'est un point important qui n'est pas tout le temps présenté, qui est quand même pas des moindres dans le coût de la cotisation. Il y a un troisième élément qui peut intervenir dans l'évolution du coût de la cotisation. Ça, c'est quelque chose que, pour le coup, on ne peut pas maîtriser du tout. C'est la sinistralité de l'assureur. C'est-à-dire si l'assureur a connu une grosse sinistralité, par exemple, je ne sais pas, chez les infirmières, ça a été le cas ces dernières années, donc à la Carpinco, et ben, toutes les personnes rattachées à la Carpinco dans leur prévoyance, donc une grosse sinistralité, qu'est-ce que ça veut dire pour l'assureur? Ça veut dire beaucoup de passages en arrêt de travail, beaucoup de passages en invalidité. Et ben, du coup, l'assureur, il va devoir ajuster ses cotisations par rapport aux prestations qu'il paye. Et donc là, il va faire une augmentation technique. Pour ça que, par exemple, si vous êtes Carpinco, vous avez probablement dû voir vos cotisations fortement augmenter ces dernières années. Quatrième élément, on en a déjà parlé, c'est du coup, est-ce que la franchise, elle est adaptée à mon activité, hein, franchise 30 jours en cas de maladie et 3 jours en cas d'accident ou d'hospitalisation minimum. On peut avoir des cas de figure où des personnes ont énormément de trésorerie, une situation de trésorerie très confortable, et elles peuvent se dire, bah, tiens, au vu de ma situation de trésorerie, bah, du coup, je vais plutôt mettre une franchise 30 jours, voire même 60 jours, voire même 90 jours, parce que je sais que, quoi qu'il arrive, j'ai largement 3 mois de revenus devant moi. Ça peut être une stratégie pour faire baisser le coût de sa cotisation. Parce que la franchise, les franchises courtes, c'est ça qui coûte cher dans un contrat. C'est ça qui coûte très cher dans un contrat. Donc, une personne qui va se mettre sur une franchise 3 mois parce qu'elle a l'air insolide si jamais il lui arrive quelque chose, bah, pour le coup, le coût de sa cotisation, il va fortement baisser. Les points de vigilance à avoir sur les contrats de prévoyance, ça c'est important, c'est quelle est la manière dont se calcule votre invalidité. Il y a des assureurs qui utilisent un barème croisé. Il vaut mieux privilégier pour certaines professions, je pense notamment aux professions médicales, un barème professionnel spécifique, c'est-à-dire que si on utilise un barème professionnel, l'assureur ne tiendra en compte essentiellement votre activité professionnelle pour calculer votre invalidité. Donc, votre taux d'invalidité sera de facto bien plus élevé que sur un barème croisé.
Le seuil de déclenchement de l'invalidité aussi, ça c'est important. Il y a des contrats qui s'alignent sur le standard. Le standard, c'est 33%. C'est le 33%, c'est le seuil de la sécurité sociale. Et pour le coup, 33% d'invalidité, il faut déjà avoir eu quand même un accident assez important. Donc souvent, on conseille plutôt d'être sur des seuils de déclenchement inférieurs à 33%, du type 15, 16, 20%, où là, pour le coup, c'est des seuils de déclenchement où on commence quand même à toucher à partir de ces niveaux d'invalidité. Pareil, bien vérifier des exclusions que vous pourriez avoir sur le contrat, liées par exemple à des pratiques de sport. Si vous faites des sports un peu à risque, je ne sais pas, considérer de l'équitation, des trekking en montagne, du ski, etc., bien vérifier que vous soyez bien couvert sur ce plan-là. D'accord? Et ça peut se vérifier qu'en analysant les conditions générales de votre contrat. Est-ce qu'il y a des délais d'attente aussi sur les garanties? Est-ce que les risques psychiques et disco-vertébraux, c'est-à-dire le burn-out et les problèmes de dos, est-ce que c'est bien pris en charge? Étant donné que ces deux risques, en fait, sont les deux mots de notre société, hein, MAUX, les assureurs, au fil de l'eau, ont commencé soit à les sortir de leur garantie, ou soit à les conditionner. C'est-à-dire, ils vont dire, vous allez toucher une prestation pour un burn-out ou pour un problème de dos seulement si vous êtes hospitalisé par rapport à cet arrêt de travail ou à cette invalidité. Et ce n'est pas forcément tout le temps le cas. On n'est pas forcément tout le temps hospitalisé pour ce type de risque. Et là, pour le coup, c'est important d'être sur un contrat qui va venir bien garantir ce type de risque et sans condition d'hospitalisation. Est-ce que aussi se poser la question sur le contrat, notamment pour les dames qui souhaitent avoir des enfants, comment va être pris en charge la maternité dans le cadre du contrat? Donc là, on a vraiment parlé de l'aspect protection de la famille, garantir son revenu de remplacement. Vient se greffer, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un questionnement à avoir, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais, qu'est-ce qui se passe pour la pérennité de l'entreprise si jamais le chef d'entreprise qui est seul à la barre ou alors une personne clé dans l'entreprise ou alors un associé venait à se retrouver en arrêt de travail ou en arrêt de travail en invalidité ou alors tout simplement en cas de décès. Et là, les garanties qu'on va pouvoir venir greffer à la prévoyance sont deux garanties. On parle de garantie homme-clé ou de garantie personne-clé et la garantie des frais généraux. La garantie homme-clé, qu'est-ce que c'est? La garantie homme-clé, en fait, elle va avoir un objectif. Donc, celle-ci, elle est souscrite par la société. Donc, c'est votre société qui en est adhérente et c'est votre société qui en est bénéficiaire. En fait, elle va venir verser un capital à la société en cas de décès, voire même d'invalidité, d'un associé de la société ou du chef d'entreprise s'il est tout seul à la tête de l'entreprise. Ce capital, il a deux vocations. Soit on est sur une entreprise où il y a plusieurs associés, et là, dans ce cas-là, l'intérêt du coup de cette garantie homme-clé, ça va être de venir prendre en charge la perte de chiffre d'affaires associée à la perte de la personne décédée. Et ce capital qui sera versé, du coup, va permettre de se laisser le temps de trouver un remplaçant pour justement remplacer, pour se mettre un budget de rémunération et remplacer l'associé décédé. Et si on n'a pas le temps, s'il n'y a pas la possibilité, je dirais, de remplacer l'associé décédé, et là, ça va surtout permettre ce capital à l'associé survivant de racheter les parts de l'associé décédé à ses héritiers et donc lui permettre de garder le contrôle de l'outil de travail, de la valeur d'entreprise et des droits sociaux, d'éviter en fait un blocage dans la gouvernance, de la société en pouvant racheter les parts de la société. Donc souvent, le capital qu'on garantit sur ce contrat, on l'aligne soit sur un nombre de mois de chiffre d'affaires ou alors tout simplement sur la valorisation de la société. Et donc, ça peut répondre aussi à un autre objectif, ce contrat. Je pense aux personnes notamment qui sont tout seuls, aux sociétés unipersonnelles où il n'y a pas d'associés. En fait, tout simplement, le capital qui sera versé à la société va permettre à la société de continuer à vivre encore 6 mois, 9 mois par exemple, et du coup se laisser le temps à un mandataire par exemple, et ça on expliquera tout à l'heure quelle démarche il faut faire pour ça, laisser le temps à un mandataire ou à la famille de vendre la société. Et ça c'est important parce que le problème d'un associé, d'un chef d'entreprise qui décède, c'est qu'il y a une grosse probabilité, s'il n'y a pas de capital versé, s'il n'y a personne pour reprendre la société dans la famille, que l'entreprise parte au tapis
et donc que tout l'actif professionnel qui a été constitué par le chef d'entreprise et qui était pour lui sa protection et la protection, ce qui était pour lui sa protection, sa retraite, en fait, et la protection de sa famille disparaît du jour au lendemain parce que tout simplement, il n'y a plus rien pour payer, il n'y a plus personne pour rentrer du chiffre d'affaires, et donc il n'y a plus rien pour payer les dettes fournisseurs, pour payer la banque, etc. Et donc la société part en liquidation. L'avantage de la garantie homme-clé, c'est que du coup, le capital sera versé à la société, va lui permettre de vivre 6-9 mois pour payer ses charges d'exploitation et se laisser le temps de vendre la société dans les bonnes conditions. Et du coup, à travers cette garantie, on vient protéger ses proches. L'intérêt aussi de cette garantie, c'est que ce n'est pas une garantie qui coûte très très cher en termes de cotisation et qui peut être prise en charge par la société. Étant donné que c'est pris en charge par la société et déductible du résultat de la société, pour le coup, ce sera fiscalisé à l'impôt sur les sociétés. Le versement de la prestation sera fiscalisé à l'impôt sur les sociétés. Il y a une autre garantie dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui répond un peu à ce même objectif, c'est la garantie croisée entre associés. La garantie croisée entre associés, elle répond à un seul objectif, c'est racheter les parts d'un associé décédé. Et là, pour le coup, ce n'est pas la société qui souscrit, c'est vraiment chaque associé qui souscrit individuellement un contrat et met bénéficiaire de ce contrat ses autres associés. Donc là, ce n'est pas une cotisation qui peut être prise en charge par la société, mais du coup, l'avantage, c'est que les prestations ne sont pas fiscalisées. Et en fait, ça va éviter aux associés survivants ce type de garantie, que ce soit la garantie homme-clé ou la garantie croisée entre associés. Ça va éviter aux associés survivants de devoir se réendetter pour racheter les parts des héritiers de l'associé décédé. Une deuxième garantie qu'on peut venir greffer souvent dans votre contrat de prévoyance, ce n'est pas un contrat supplémentaire, c'est la garantie des frais généraux. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, si on est en arrêt de travail, il y a quand même toujours des dépenses d'exploitation dans la société. Il y a toujours les charges sociales à payer, le salaire d'une secrétaire, par exemple, des loyers immobiliers. Et pour le coup, les régimes obligatoires ne versent rien pour ça. Donc, c'est soit vous avez un niveau de trésorerie assez confortable, mais on ne sait pas combien de temps peut durer l'arrêt de travail ou l'immobilisation, donc on met en péril quand même la trésorerie de la société. Ou alors, vous pouvez mettre une couverture des frais généraux, et ça, on le conseille. C'est-à-dire que l'assureur va venir verser une indemnité à la société pour qu'elle puisse payer les charges d'exploitation de l'entreprise durant l'arrêt de travail. L'intérêt aussi de cette garantie, c'est que c'est peut-être le cas dans l'auditoire, mais il y a des personnes qui sont associées et qui prévoient dans leur pacte d'associés des clauses de maintien de revenus, c'est-à-dire une solidarité entre associés en disant, voilà, par exemple, si tu es en arrêt de travail, la société continue à te maintenir pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois ton revenu. Là, pour le coup, c'est quand même un risque pour la société de venir taper dans la trésorerie alors qu'il n'y a plus de chiffre d'affaires qui rentre en place. Donc, l'intérêt de la garantie des frais généraux, ça va être que l'entreprise, du coup, va toucher des indemnités qui lui permettront de répondre à son obligation de maintien de revenus. Et donc, pour aller un petit peu plus loin dans la démarche de protection, là, pour le coup, on ne parle pas de contrat d'assurance. Moi, c'est vraiment un conseil que je donne à quasiment tous les clients, c'est d'aller voir, en tout cas tous les clients chefs d'entreprise, c'est d'aller voir leur notaire pour mettre en place un mandat de protection future. Le mandat de protection future, en fait, il est là pour venir sécuriser un aléa qui peut arriver. Ça va être tout simplement la vulnérabilité du chef d'entreprise suite à un accident, suite à AVC, suite à des Covid, par exemple. On a eu beaucoup de personnes en réanimation. Si le chef d'entreprise se retrouve, ou alors un associé d'une société, se retrouve dans l'impossibilité de prendre des décisions, et là, ça va être très problématique pour l'entreprise parce que du coup, ça va emmener l'entreprise potentiellement à une liquidation judiciaire. Pourquoi? Parce que si le dirigeant perd sa capacité de prendre des décisions brutalement, la gouvernance, comme je l'ai expliqué, se retrouve bloquée. Et là, ça nécessite, si on n'a pas de mandat de protection future, si on n'a pas fait de mandat de protection future auprès du notaire, ça nécessite d'obtenir une mesure de protection judiciaire. Et là, le délai, c'est 6 mois à 1 an pour obtenir cette mesure de protection judiciaire pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre des décisions. Et le problème, c'est que 6 mois à 1 an, en fait, en 6 mois, vous avez mis une entreprise au tapis durant ces 6 mois s'il n'y a pas eu de décision vis-à-vis de la gouvernance. Parce que potentiellement, du coup,
vous allez vous retrouver avec des comptes bancaires bloqués, l'incapacité de payer les fournisseurs, et donc une perte de valeur de la société et par défaut, un risque de liquidation, en fait, hein, tout simplement, au niveau de la société. Donc ça a un intérêt si on est tout seul chef d'entreprise, mais ça a un impact si on est tout seul chef d'entreprise, mais également s'il y a plusieurs associés. Parce que si l'associé qui est dans l'incapacité de prendre la décision, c'était le président, et qui a besoin de l'accord de tous les associés pour prendre des décisions, que personne peut le représenter en assemblée générale, bah pour le coup, ça peut complètement bloquer la gouvernance de la société et l'amener à une liquidation judiciaire. Alors qu'un mandat de protection future, et le coût, c'est pas énorme, hein, chez un notaire, ça représente pour des mandats, je dirais standards, autour de 300 €. Et pour des mandats vraiment très complexes, ça peut représenter 3 000 €. Le mandat de protection future, en fait, chez le notaire, vous allez dire, pour les affaires liées à l'entreprise, je désigne un mandataire, qui peut être d'ailleurs l'expert comptable, qui peut être un tiers de confiance, qui va venir prendre des décisions et me représenter en assemblée générale pour justement assurer la gouvernance de la société. Et là, pour le coup, il suffit de présenter un certificat médical, on a un rendez-vous auprès du tribunal sous moins d'1 mois, et du coup, le mandataire peut venir représenter le dirigeant qui a perdu ses capacités à l'Assemblée générale pour continuer à faire vivre l'entreprise, tout simplement, pouvoir prendre des décisions qui permettront à l'entreprise de continuer à vivre, ou voire même se laisser le temps du coup d'organiser la cession d'entreprise. Et ça, c'est important, hein, si on est du coup tout seul, qu'il n'y a pas forcément d'associés, ou même s'il y a des associés, hein, c'est de dire au moins, on va pouvoir prendre des décisions, se laisser 6 mois, 9 mois pour organiser la vente de l'entreprise et permettre de rendre liquide tout le patrimoine professionnel en fait, qu'on avait constitué jusqu'ici avant que ce dernier parte en liquidation judiciaire. Donc ça, c'est une mesure de protection qui n'est pas souvent expliquée et qui, pour moi, a vraiment un intérêt primordial. En fait, c'est vraiment presque la finalité de tout ce qui doit être mis en place. C'est-à-dire que si on a tout fait bien, on a mis les contrats de prévoyance, les contrats hommes-clés, etc., mais qu'on n'a pas fait ça, pour moi, on n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche en termes de sécurisation de l'entreprise. Donc, en fait, ça, c'est même quelque chose que vous pourriez prévoir s'il y a plusieurs associés dans le pacte d'associés, en prévoyant que chaque associé doit avoir mis en place un mandat de protection future, justement pour prévoir ce type de risque. Et en plus de ça, dans le mandat de protection future, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas cantonné qu'aux affaires professionnelles. Vous pouvez désigner un mandataire pour les affaires professionnelles, mais également un autre mandataire pour les affaires personnelles, soit la partie gestion de patrimoine individuel, hein, être capable de prendre des décisions pour maintenir la gestion patrimoniale durant sa période de non-capacité, ou alors même les affaires personnelles et les décisions relatives à la santé. Ça, c'est important. Ça peut être des personnes qui peuvent avoir une volonté de dire, moi, si jamais je me retrouve dans cette situation, réanimation, suite à, comme on l'a vu, Covid, AVC, etc., là, pour le coup, je vais exprimer dans le mandat de protection future mes volontés qui vont être, par exemple, que je ne veux pas que on dilapide le patrimoine ou on vende la résidence principale pour me maintenir en vie, par exemple. Et ça, c'est des décisions qui peuvent venir libérer de la charge mentale pour la famille et ça évite à la famille d'avoir à prendre ces décisions. Donc ça, c'est une bonne démarche à faire. Si jamais votre notaire, généralement les notaires ne le proposent pas pour une raison simple, c'est que ça leur apporte rien de le faire. Pour le coup, nous, on connaît des notaires qui le font bien. Donc, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire et on fera la mise en relation. Il y a un dernier élément, mais celui-ci qui vient compléter la protection, mais je dirais qu'il y a un intérêt seulement, c'est le mandat à effet posthume. Donc là, pour le coup, c'est en cas de décès. Hein. Le mandat de protection future, c'est en cas de vie, mais je ne suis plus en capacité de prendre de décision. Le mandat à effet posthume, c'est en cas de décès. Là, ça a plus un intérêt pour moi si on a une entreprise familiale et qu'on veut qu'il y ait des décisions qui soient prises par la famille si jamais il arrive un décès. Ou alors, si on a des enfants mineurs. Si on a des enfants mineurs, pour le coup, dans le cadre d'une succession, toutes les décisions vont se retrouver devant le juge des tutelles. Et là, ça peut prendre 6 mois, 9 mois, 1 an pour avoir des retours du juge des tutelles. Et pour le coup, c'est problématique pour la partie, de gestion
du patrimoine post-décès. Le mandat, pour le coup, le mandat est fait posthume. Le mandataire, il ne pourra jamais vendre un bien. Si vous désignez un mandataire, il ne pourra jamais vendre un bien pour le compte de vos enfants ou enfin, voilà, d'une personne, une tierce personne. Il pourra essentiellement prendre des actes de conservation sur le bien et d'administration, prendre des bonnes décisions sur des contrats d'assurance vie, sur des biens de valeur mobilière, des biens immobiliers, etc. Et ben, on arrive au bout de la présentation. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat si vous en avez. Ou alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je suis disponible aussi également soit par téléphone ou soit vous faites un petit mot à votre comptable ou expert comptable et on organisera, si vous souhaitez qu'on parle un peu de tous ces éléments, on organisera un rendez-vous sur votre agence Accence avec grand plaisir. S'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne après-midi et bonne fin de semaine. Je vous remercie, au revoir.